Madame, Monsieur, bonsoir et merci. On est ensemble pour un énième numéro de votre émission de débat consacré à l'actualité relative à l'élection présidentielle du 27 août prochain, des idées et des actes. Nous poursuivons notre série d'émissions consacrée à la diversification de l'économie nationale mise en branle depuis 2009 par Ali Bongo Ondimba, candidat à cette élection présidentielle. Nous avions parlé de l'agriculture. L'émission de ce soir est consacrée à la problématique de la place des mines dans ce processus de diversification de l'économie nationale. On parlera bien sûr des projets, des grands projets qui ont été initiés depuis 2009, de la problématique de la formation dans le domaine minier. On ira également regarder dans le code minier, voir quels sont les avantages de la réforme, s'il y a eu réforme dans ce domaine. Et pour parler, je reçois deux spécialistes des questions de mines. J'ai sur ce plateau Monsieur Francis Mayaga Mikono en sa qualité de directeur général de la recherche minière au ministère des Mines. Monsieur Mayaga, bonsoir. Bonsoir. Je reçois également Fabrice Nzebekale, directeur général de la Société équatoriale des Mines. Monsieur Nzebekale, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de Télé Africa pour que nous fassions le point sur le processus de diversification de l'économie nationale à l'aune des réformes qui sont entreprises ou des politiques menées dans le domaine des mines. Alors, commençons par parler des grands objectifs qui ont été assignés au secteur minier. Monsieur Mayaga, quels sont ces grands objectifs qui ont été assignés au secteur des mines durant le septennat d'Ali Bongo Ondimba? Merci, encore une fois. Il faudra replacer le secteur des mines dans le plan stratégique Gabon émergent, et qui s'est décliné en trois piliers: le Gabon vert, le Gabon industriel et le Gabon des services. Et c'est au sein du pilier Gabon industriel que le secteur minier a trouvé toute sa place, qu'il a été identifié comme secteur moteur de la croissance et pouvant effectivement impulser un développement industriel de notre pays. Voilà. Et à partir de ce plan, de ce pilier industriel, donc plusieurs réformes ont été initiées au cours de ce septennat. On parlera du code minier, on viendra dans les détails du code minier. On parlera de la création de la Société équatoriale des mines, qui est un opérateur national dans le secteur des mines. On parlera aussi de la formation en termes de la construction de l'école des mines et de la métallurgie de Mwanda, qui a été inaugurée récemment et dont la première entrée académique aura lieu au mois de septembre prochain. Et bien sûr, on parlera aussi de certains grands projets miniers, d'autres qui ont vu le jour, notamment la mine de manganèse de Njolé, qui est exploitée par le groupe chinois CITIC Dameng. On a aussi deux projets de manganèse qui sont à Franceville et à Okonja, qui sont en cours. Je pense que celui de Franceville devrait voir le jour très bientôt. Et enfin, on a aussi un grand projet qui est en cours, c'est l'or des Tiki. Voilà. Et à côté de ces projets qui sont à notre portée, il y a évidemment les projets de Bilinga et puis le projet du complexe polymétallique de Mabounié près de Lambaréné. D'accord, on va revenir sur ces différents projets. Alors, Monsieur Nzebekale, vous êtes directeur général de la Société équatoriale des mines. Je crois que cette société est le fruit de ces réformes-là qui ont été initiées par Ali Bongo Ondimba, contenues dans son projet de société, dans le plan stratégique Gabon émergent. Pouvez-vous nous parler succinctement de la Société équatoriale des mines? Très bien. Alors, la Société équatoriale des mines a été créée en août 2011. Pourquoi elle a été créée? Parce que le Gabon a décidé, à l'instar d'autres pays, d'être beaucoup plus actif en tant qu'État dans le secteur minier, parce que c'est un secteur stratégique pour le Gabon. L'un des instruments qui a été mis en place, c'est la Société équatoriale des mines, l'opérateur national, qui remplit plusieurs missions. La première mission, la principale, c'est de gérer les participations de l'État dans le secteur minier. L'État a décidé que pour mieux gérer ses participations, il fallait les mettre dans un véhicule et mettre des gens qui seraient dédiés à cette tâche-là. C'est ce qui a été fait. C'est ainsi que la participation de l'État dans Comilog est désormais gérée depuis septembre 2014 par la Société équatoriale des mines. Nous intervenons au conseil d'administration où nous défendons le point de vue de l'État pour que les intérêts de l'État soient défendus, soient préservés lorsque nous discutons avec les opérateurs internationaux.
La deuxième mission qui a été confiée, la deuxième principale mission qui a été confiée à la Société équatoriale des mines, c'est de développer des projets miniers seulement en partenariat au Gabon. Et c'est ce que nous faisons notamment dans l'or et dans le manganèse. Alors, on sait bien sûr que ces projets ont une importance capitale dans ce processus de diversification de l'économie nationale. Donc, il y a en amont la problématique qui est liée à la réforme institutionnelle, mais également la bonne gouvernance. Donc, c'est la première étape, c'est-à-dire Ali Bongo Ondimba a estimé qu'il fallait nécessairement impulser une dynamique dans ce domaine-là de la réforme institutionnelle dans le secteur minier, sans quoi la réalisation de grands projets était quasiment vouée à l'échec, c'est bien ça? Tout à fait, sinon les réformes n'auraient pas été optimales. Le résultat pour le Gabon n'aurait pas été optimal. Des projets miniers auraient pu être faits, mais qu'est-ce que les Gabonais en auraient tiré? Ils en auraient peut-être tiré 50-60% de la richesse auquel ils avaient droit. Donc, avec la réforme structurelle institutionnelle qui a été mise en place, c'est un moyen de clarifier les règles du jeu pour les opérateurs, pour les attirer, mais également permettre que le Gabon prenne toute sa part de la richesse qui est ainsi créée. Alors, M. Mayala, quels résultats ont été obtenus depuis 2010 dans le secteur minier, notamment ce qui concerne les pans liés à la formation, à l'emploi notamment? Bien, très bien. Comme je disais, depuis 2010, il faut rappeler que lorsqu'on arrive en 2009, et on a une seule mine en exploitation au Gabon. C'est la mine de Comilog, de manganèse, qui est en exploitation depuis 1962, comme beaucoup le savent. Et à partir de 2012, on a eu 2 mines qui se sont ouvertes. C'est la mine d'or de Bakoudou, près de Bakumba, et qui est exploitée par une compagnie marocaine. Et c'est la mine de manganèse près de Njolé, qui est exploitée par une compagnie chinoise. Donc là déjà, on voit une remontée dans la contribution du secteur minier à la richesse nationale. Parce que le PIB lié au secteur minier était passé de 3 à peu près à 6% aujourd'hui. Donc ça, c'est un résultat qui est palpable. De l'autre côté, on a vu au niveau de la formation, comme j'ai dit, l'école des mines qui avait été décidée, la construction de l'école des mines de Mwanda, la métallurgie des mines de Mwanda, qui avait été décidée par le chef de l'État et qui a abouti avec l'inauguration de cette école, et dont la première cuvée, les premiers étudiants vont rentrer en début d'année, en début d'année, pour l'année académique 2016-2017, à partir du mois de septembre. Et là, c'est une école qui formera au niveau licence professionnelle. Donc, les gens qui entrent, ils rentrent avec un bac plus 2 ou bac plus 3, ils font 12 mois, c'est une école pratique, et il y a le niveau ingénieur où les gens rentreront avec un master ou un niveau d'ingénieur pour sortir après 18 mois avec une qualification d'ingénieur spécialisé, voilà, en métallurgie, en mine et en exploitation minière. Alors, ce gisement de manganèse de Mwanda, M. Nzebekale, est d'une importance capitale pour le Gabon. On dit que ces réserves de manganèse sont estimées à 250 millions. Il y a bien sûr ces réformes qui ont permis donc la création de cette école métallurgique de Mwanda. Alors, la transformation du manganèse, le silico-manganèse, le manganèse métal, c'est une formidable révolution dans notre pays aujourd'hui. Totalement. On aurait pu continuer le modèle ancien où on produit du manganèse et on voit ce que ça a donné pendant quasiment 50 ans. Où on a produit du minerai sans aucune valeur ajoutée et l'impact sur l'économie du pays a été relativement moindre que ce qu'il aurait été si on avait lancé la transformation dès le départ. Qu'est-ce que le président Ali Bongo Ondimba a fait quand il est arrivé? Il a lancé le Gabon sur la voie de la diversification économique, notamment par la transformation des matières premières localement. Pour le secteur minier, ça impacte directement le manganèse. Qu'est-ce que Comilog a fait? Comilog a lancé le projet du complexe métallurgique de Mwanda, qui a coûté à Comilog 150 milliards de francs CFA. C'est beaucoup. Mais le Gabon n'a pas été en reste. Le Gabon lui-même, en tant qu'État, a dû faire construire le barrage de Grand Pobara pour plus de 200 milliards de francs CFA parce qu'il fallait de l'électricité moins chère à Comilog pour faire la transformation de manganèse. Quel est l'impact? L'impact sur les populations, il est très clair. Il y a 400 emplois qui ont été créés, dont 392 Gabonais qui ont appris de nouveaux métiers, des métiers qui n'existaient pas au Gabon auparavant et qui permettent au Gabon d'accroître la technicité de ces populations. L'impact indirect sur l'emploi, c'est que 300 autres emplois ont été créés. Donc c'est très très important. En termes de production, lorsqu'on produit du minerai de manganèse et qu'on le vend, une tonne de manganèse coûte à peu près 60 000 francs CFA. Mais lorsqu'on transforme
le minerai de manganèse en silico-manganèse, on accroît la valeur de ce qu'on produit. On passe de 60 000 francs CFA par tonne à plus de 6 millions de francs CFA par tonne. La différence, là, c'est la création de richesses et ça a un impact direct sur les populations. C'est une véritable valeur ajoutée, donc, que ce projet de transformation locale du silico-manganèse. Donc, mais j'ai lu dans la documentation, bien sûr, que le Gabon, aujourd'hui, avec la transformation locale de son manganèse, et je crois le deuxième pays en Afrique subsaharienne à se lancer dans ce type de transformation de manganèse après l'Afrique du Sud. Tout à fait. À part l'Afrique du Sud, il n'y a personne d'autre en Afrique subsaharienne, même en Afrique du Nord, qui fait de la transformation locale de ces minerais. À terme, c'est une véritable expertise qui sera bien sûr développée par le Gabon dans ce domaine d'activité. Tout à fait. Et c'est pour ça d'ailleurs que, comme le DG l'a dit tout à l'heure, l'école des mines et de la métallurgie de Mwanda a été ouverte. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas demander aux opérateurs miniers de faire de la transformation sans les ressources humaines adéquates. Donc, en anticipation, le président de la République avait lancé l'ouverture de l'école qui va former des Gabonais aux métiers nouveaux que vont offrir les opérateurs miniers qui vont se lancer dans la transformation minière. Ça veut dire, M. Mayaga, là, on reste encore dans le domaine de la formation, dans ce secteur d'activité des mines, notamment ce qui concerne le manganèse et toutes ces formidables opportunités qu'offre aujourd'hui cette école-là. Les jeunes Gabonais, on sait qu'au niveau du Haut-Togo à Franceville, il y a déjà l'USTM qui est là, avec cette école spécialisée de Mwanda dans le domaine du manganèse. C'est une véritable, ce sont des débouchés, davantage de débouchés pour la jeunesse gabonaise. Tout à fait, très justement. Hein, c'est l'USTM qui est déjà là implanté à Franceville, devra servir comme vivier principal pour alimenter l'école des mines. Comme je vous ai dit, l'école des mines, ça va être une école pratique. Donc, pour être trivial, on ne devrait pas former des chômeurs au sortir de cette école. Voilà. Alors, donc le Gabon qui se lance dans le processus de transformation de ses matières premières, on sait que le président de la République a pris comme principale réforme, lorsqu'il est arrivé à la tête de l'État, comme principale réforme, celle de l'interdiction de l'exportation des grumes. Il y a la transformation du bois qui se fait désormais localement. Il y a donc le manganèse qui est également transformé. Il y a le fer dans la zone de Nkok. Mais il y a un autre projet qui a représenté pendant plusieurs décennies un réel espoir pour les populations gabonaises, pour l'économie gabonaise, c'est le projet Belinga. Alors depuis quelques semaines maintenant, ce projet défraie la chronique. Alors vous qui êtes dans le domaine et les spécialistes, dites-nous pourquoi ce projet ne démarre pas. Je commence avec vous, M. Mayaga. Oui, merci. Effectivement, le projet de fer de Belinga, pour parler de l'histoire récente, a été attribué à un consortium de compagnies chinoises en 2007. Et donc, depuis cette année-là, le projet n'a pas connu un début d'exécution. Et le président Ali, quand il arrive au pouvoir, il décide de remettre à plat ce contrat. C'est ce qui a été fait avec beaucoup de talent. Et le projet est revenu, c'est la concession minière qui est revenue à l'État gabonais au mois de novembre 2014. Mais il faut bien le souligner, sans préjudice en termes de relations avec la Chine et en termes de conflits juridiques. Parce que dans ce cadre d'investissement, souvent, c'est les cours d'arbitral internationaux qui arbitre ce type de conflit. Donc on s'en est tiré à bon compte et le projet est désormais revenu à l'État gabonais. Et le gouvernement a décidé, lorsqu'on a récupéré le projet, de dire qu'on ne devrait plus le concéder à aucun autre opérateur dans les mêmes conditions que ça l'avait été. C'est-à-dire sans connaître exactement que vaut ce projet. Et c'est pour ça que le gouvernement avait décidé, ok, on a récupéré le projet, maintenant on va faire une évaluation indépendante et certifiée des ressources en minerai de fer de ce projet. Bien sûr qu'il y a des données qui existent, des données historiques qui existent, mais les temps modernes aujourd'hui exigent que lorsque vous dites qu'un gisement a tant de tonnes de fer, que ça soit fait selon certaines normes. Et donc ce sont ces normes-là où le gouvernement avait décidé, ok, on va aller faire la réévaluation des minerais de fer de Belinga, pour savoir exactement combien de tonnes il y a, savoir exactement quelle est la qualité de ce minerai de fer. Et avec tous ces éléments, on sera à même
d'être en meilleure position de négociation éventuelle avec un opérateur éventuel. Donc de faire la promotion de façon efficace de ce projet. Donc c'est ce qui a été fait. Et pour être tout à fait factuel, la première phase d'évaluation de ce projet a eu lieu, elle est en cours. Là, on a contracté après un appel d'offres international un cabinet d'ingénierie géologique, qui est un cabinet de la Grande-Bretagne, qui est sur le terrain, qui a fait la première phase, qui est terminée. Et là, on attend d'attaquer la deuxième phase qui va consister à des sondages de ce gisement de fer. Ça veut dire que M. Nzebe Kale, après la reprise de ce projet par l'État gabonais, il n'y a pas de contraintes techniques ou financières qui empêchent aujourd'hui la réalisation de ce grand projet d'exploitation de la mine de fer de Belinga? Non, ce n'est pas du tout ce que l'intention du président de la République lorsqu'il a décidé de reprendre le contrôle du projet de Belinga. On a perdu du temps avec une société chinoise qui n'avait clairement pas les compétences. Maintenant, il faut aller de l'avant. Et la décision stratégique, la première en Afrique pour un projet de cette ampleur qui a été prise par l'État gabonais, lui permet de reprendre le contrôle de ce projet. Désormais, nous ne sommes plus à la merci d'une société étrangère qui, à partir de son siège en Australie, va décider du sort de l'économie gabonaise. Donc, c'est ce que nous devons faire. C'est comme si vous décidiez de vous lancer dans la construction de votre maison. Vous savez que ce n'est pas vous qui allez construire. Vous allez recourir au service d'un entrepreneur, mais vous ne savez même pas combien ça va vous coûter. Et l'entrepreneur ne vous dit pas, et l'entrepreneur vous dira simplement combien ça coûte à la fin des travaux. Donc le Gabon ne voulait pas se replacer dans la même situation, et c'est pour ça que le Gabon a décidé d'abord d'utiliser le cabinet dont M. Mayaga a parlé pour faire l'évaluation du gisement. Comme ça, ça nous permet de savoir de combien on est potentiellement riche et de mieux négocier lorsque on décidera de recruter un partenaire stratégique pour développer le gisement. On ne le fera pas seul, on le fera avec un partenaire stratégique, mais au moins on aura les bonnes bases pour décider qui est capable d'exploiter le gisement de fer de Belinga. D'accord. En 2011, le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, avait pris la décision de fermer Minkébé, la réserve de Minkébé, pour mettre fin à tout le trafic de tous gens qui avaient pignon sur rue dans cette localité de la province de Logoué-Ibindo. Mais il y a certains compatriotes qui sont depuis restés sur la paille, les compatriotes qui vivaient essentiellement de l'exploitation artisanale de l'or. Qu'en est-il aujourd'hui de cette situation? Tout à fait. Je pense que certains ont vu les images de ce qu'était devenu Minkébé. Au-delà du fait que il y avait trop de trafic qui s'y déroulait, il y avait l'immigration clandestine qui avait cours là-bas. Mais même au niveau technique de l'exploitation artisanale qui s'y faisait, on était arrivé aux limites en fait. Parce que la fosse qui était là déjà, les gens ne pouvaient plus aller très loin avec les équipements qu'ils utilisaient. Donc il fallait fermer. On a fermé et au niveau du ministère, on a entrepris quelques études qui ont montré que finalement cette partie peut receler un gros gisement d'or. Donc la stratégie du gouvernement aujourd'hui, c'est de promouvoir cette zone et de la mettre, de la concéder à un opérateur en bonne et due forme, qui devra développer, selon les règles de l'art, les études dans cette zone-là, et en fait d'amener vers la mine. Évidemment, en prenant en compte toutes les dimensions, la dimension conservation, puisqu'on est dans un parc, la dimension communauté locale, puisque tous ces orpailleurs-là et tous les habitants, il faudra les prendre en compte, et bien sûr la dimension infrastructurelle. Monsieur Nzebe Kale, il y a notre projet dans le secteur minier qui est d'une importance également avérée pour la diversification de notre économie, c'est le projet Maboumine. Alors c'est un projet qui semble être en veilleuse, on n'entend plus parler. Qu'en est-il exactement? Est-ce que le groupe français Eramet a décidé de ne plus accompagner le gouvernement gabonais dans l'exploitation des mines dans cette localité? Non, absolument pas. Le groupe Eramet est toujours présent dans le projet. Le groupe Eramet a déjà dépensé plus d'une centaine de milliards de francs CFA dans les travaux de recherche et la mise au point des procédés chimiques complexes. Ils ont mis au point de nouveaux brevets
pour pouvoir un jour exploiter les différents minerais de Mabounier. Donc Eramet est toujours aux côtés de l'État pour développer ce projet-là. Simplement, la conjoncture actuelle n'est pas très heureuse pour Eramet. Ils ont différentes activités qui souffrent en ce moment, comme beaucoup d'opérateurs miniers internationaux souffrent. Et ensemble, nous avons décidé, et une communication a été faite il y a quelques mois, de relancer le projet avec un ou plusieurs partenaires stratégiques qui auraient de nouvelles capacités techniques et une capacité financière également pour accompagner et Eramet et l'État gabonais dans le développement de ce projet-là. Alors, on a quelque peu, M. Mayaga a évoqué la question relative à l'exploitation de l'or, même de façon artisanale au niveau de Minkébé, mais il y a à Bakumba, c'est dans la province de Otogo, au sud-est du Gabon, la société Managem qui exploite donc l'or de Bakoudou. Alors, les populations de Bakumba disent qu'elles ne savent pas où passe cet argent qui est issu de l'exploitation de l'or de Bakoudou. Que répond le ministère des Mines? Tout à fait. La mine d'or de Bakoudou, le projet de mine d'or de Bakoudou, fait l'objet d'un contrat qu'on appelle convention minière entre l'État gabonais et la société Managem. Et donc, dans ce contrat, comme dans tout contrat, il y a les droits et les obligations de chaque partie. Et Managem, c'est une société normalement constituée, donc qui paie les impôts et les taxes liées à son activité minière. Donc les taxes de superficie, la redevance minière proportionnelle, elle est payée, l'IRPP est payé, l'IS aussi est payé. Et le problème qui est posé ici, effectivement, c'est un problème qui a été pris en compte dans la réforme du nouveau code minier, c'est-à-dire que c'est la prise en compte des communautés locales, des communautés riveraines, on va dire, qui vivent autour des projets miniers. Effectivement, ça, dans l'ancien code, ça n'était pas pris en compte. Et aujourd'hui, on voit l'opérateur Managem qui fait un peu comme il peut, hein, mais sans un cadrage légal. Et donc, ce qui a été remédié dans le nouveau code, c'est justement d'imposer, il y a un fonds de responsabilité sociale qui est dans le nouveau code minier, qui va obliger désormais chaque opérateur minier, dans la zone où elle est active, de prendre en compte l'aspect communautaire, l'aspect social de ces communautés-là. Et donc, pour revenir sur Bakoudou, ce qui est mis en place aujourd'hui, c'est un comité de concertation qui est mis en place, qui regroupe les élus locaux, les cadres de Bakumba et puis la société pour définir ensemble quels sont les projets dans le cadre du développement communautaire qui peuvent être mis en place. Voilà. Alors, excusez-moi de vous interrompre, oui, juste pour rebondir sur ce que M. Mayaga a dit à propos de Managem à Bakoudou. Malgré l'absence de ce cadre réglementaire qui permettrait de mieux clarifier les obligations des opérateurs dans les dépenses auprès des communautés, Managem, depuis le lancement de l'exploitation en 2012, dépense chaque année de l'argent auprès des communautés locales. Managem offre des bourses scolaires. Managem a financé la réhabilitation de la voie qui passe devant Bakumba et qui mène à la mine. Donc Managem fait déjà. Est-ce que c'est suffisant? Peut-être pas, mais justement, le nouveau cadre réglementaire va permettre de mieux clarifier les obligations et, si c'est possible, de fixer des minima. Pour revenir à la question qui avait été préalablement posée, qui était de quel est l'impact de la richesse produite sur les populations. C'est justement l'avantage d'avoir un opérateur national qui est autorisé à développer ses propres projets miniers. Pourquoi? Parce que quand on est l'État est actionnaire dans Managem à travers la Caisse des dépôts. Mais Managem au Maroc contrôle la majorité du capital. Alors que si c'est la SEM qui lance son projet aurifère, l'État contrôle 100% de la SEM et donc ce sont les populations qui bénéficient à 100% de la valeur de la richesse créée. Donc c'est pour ça que la SEM mène ses propres travaux de recherche et de mise en exploitation de mines d'or. Elles ne seront peut-être pas au même niveau que celles de Managem parce que nous sommes une société relativement récente, mais l'important c'est de commencer et d'acquérir au fur et à mesure l'expérience qui nous permettra très rapidement
d'ouvrir l'exploitation de mines aussi grandes que celle de Bakoudou. Alors, on est bien sûr, on reste là dans ce domaine des mines pour évoquer une autre thématique qui nous paraît très importante, celle relative à l'exploitation du sable et des carrières de gravier, notamment au nord de Libreville. On a souvent vu les populations se lever, notamment pour dire leur colère, parce que victimes, notamment pour celles qui ont des plantations qui sont après détruites par ceux qui se lancent dans l'exploitation du sable ou du gravier. Il y a l'impact sur l'environnement et puis il y a ces populations qui se plaignent du coût élevé des matériaux de construction. Alors, quelles sont les réformes, les mesures qui peuvent être prises pour concilier ces deux contraintes, l'impact sur l'environnement et la cherté des matériaux de construction? Ok, concernant c'est une vraie problématique concernant le sable et le gravier dans la région de Libreville surtout. Évidemment, en 2012, je crois que c'est en 2012 qu'on a décidé la fermeture de la zone nord à l'exploitation du sable. Et effectivement, l'impact environnemental était visible. On voyait toute la zone quand vous la survolez. Vous avez comme un gruyère, il y a des trous partout en fait. Donc il fallait arrêter ça. Et suite à cela, le ministère des Mines a entrepris de rechercher d'autres zones où on pouvait ouvrir les carrières. Donc il fallait regarder un peu sur la zone sud de Libreville et sur la route de Ntoum en fait. Et pour être tout à fait complet, là on est en train d'établir une carte géologique et géotechnique qui va sortir à la fin de cette année, qui aura une vocation de identifier et de montrer, de guider les zones où on pourra aller chercher les carrières, les carrières de sable surtout. Pour les carrières de gravier, bon, ceci tient à la géologie en fait, parce que quand vous voyez dans la zone de Libreville, c'est ce qu'on appelle le bassin sédimentaire, c'est des zones plutôt des roches plutôt friables, donc on ne trouve pas la roche dure. La roche dure, il faut la trouver vers Kingele, au piémont des monts de cristal. Et c'est pour cela que la plupart du gravier noir, comme on l'appelle, vient de là-bas et il descend par le commun par barge pour arriver jusqu'à Libreville. Donc il y a un coût qui est plutôt lié au transport. Parce que le coût caromine, il est tout à fait faible. C'est-à-dire le coût à la mine, c'est pas ça qui coûte cher. Mais c'est le transport, que ce soit, comme je vous ai dit, les barges, que ce soit les camions de transport dans l'agglomération de Libreville, c'est ça qui coûte cher. Donc il faudra réagir là-dessus. Et là aussi, dans le nouveau code minier, on a pris en compte cet aspect-là, de réguler, de réglementer le transport de produits miniers en République gabonaise. On s'achemine tout droit vers la fin de cette émission consacrée donc à la diversification de l'économie nationale dans son volet mine. Monsieur Nzebe Kale, finalement, quels résultats a-t-on obtenu durant le septennat d'Ali Bongo Ondimba dans le secteur d'activité des mines? Les résultats sont probants. Ils sont clairs. Le premier, c'est qu'on s'est embarqué dans la transformation minière au Gabon avec le complexe métallurgique de Manda qui a créé 400 emplois. Le deuxième, c'est qu'il y a maintenant une école des mines et de la métallurgie qui va former des Gabonais à de nouveaux métiers. Le Gabon n'avait pas beaucoup d'ingénieurs de mines, il avait énormément de géologues qui font la recherche, mais pour exploiter la mine, une fois qu'on a trouvé, il fallait des ingénieurs des mines. Désormais, le Gabon en aura. Ça va avoir un impact sur le secteur minier parce que ça va accélérer les projets d'exploitation. Le troisième, c'est qu'au sein de la SEM nous-mêmes, nous avons participé aux côtés du ministère des Mines, dont nous sommes sous la tutelle, à l'encadrement des orpailleurs. Nous avons créé le comptoir gabonais de collecte de l'or qui a ouvert des comptoirs d'achat de l'or artisanal dans 5 provinces du Gabon, à Makokou, à Munzik, à Mouila, à Ndjolé et à Lastrouville. Depuis que nous avons commencé cette activité, en 2013, nous avons déjà injecté plus de 2,3 milliards de francs CFA auprès des orpailleurs. C'est de l'argent cash qui part directement auprès des orpailleurs pour leur acheter de l'or. Et nous avons acheté 120 kilos d'or. Vous me direz que ce n'est pas beaucoup, mais il y a 4 ou 5 ans, c'était zéro. Donc nous sommes passés de 0 à 120 kilos d'or qui permettent petit à petit d'accroître les réserves stratégiques de l'État d'or. Alors, Ali Bongo Ondimba a une offre politique. Il est engagé dans une élection présidentielle pour solliciter de la part des populations gabonaises leur confiance à nouveau pour un second septennat. Monsieur Mikolo, en termes de perspective dans le domaine minier, à quoi peut-on s'attendre en termes de perspective? Oui, comme je vous le disais, là, il y a le nouveau code minier qui a été promulgué en janvier 2015
Donc, c'est vraiment la rampe de lancement pour le prochain septennat. Quelles sont les principales articulations de ce code minier? Alors, les principales articulations, on en a parlé ici. Il y a l'obligation de la transformation locale des minerais. Il y a certains outils qui existaient déjà dans le secteur pétrolier qui ont été étendus au secteur des mines. Je pense notamment à la provision pour l'investissement diversifié, afin de pouvoir aussi permettre au secteur minier de financer les grands investissements de l'État. On a parlé là aussi de la prise en compte de la responsabilité sociale des entreprises minières. Il y a aussi l'opérateur national qu'on a créé. Et effectivement, tous ces aspects, on parle aussi dans ce code, il a été fait de telle sorte qu'il soit simple de lecture, clair, et donc ce qui amène l'attractivité. Donc on s'attend à un afflux massif des investissements directs étrangers dans le secteur minier gabonais. Et en commençant par la recherche, parce qu'il faut rechercher, il faut trouver pour exploiter. Donc la porte d'entrée, c'est la recherche. Quand on regarde votre loi, on dit elle est bonne et les gens viennent. Et donc je pense que ces outils sont mis en place, la SEM est mise en place, et donc on est tout à fait prêt pour le nouveau septennat, pour avoir vraiment le secteur minier jouer son rôle. Je vous rappelle qu'un projet comme Belinga, s'il se fait, le PIB, comme je le disais, du secteur minier qui est à 6%, il passera à 50%. Donc c'est toute la structure de l'économie nationale qui risquera de changer. Voilà. Monsieur Nzebe Kale, en une minute, en termes de perspective, qu'est-ce que la SEM entend mettre en relief? Alors la SEM va continuer de faire la recherche aurifère, de développer des mines. Nous espérons que d'ici la fin de l'année, nous allons ouvrir notre première mine d'or dans le Goé-Vindo, mais ce sera la première. Après ça, nous devons en ouvrir d'autres. Donc la SEM va se développer et c'est l'État gabonais qui va s'enrichir et les populations gabonaises, parce que nous avons des obligations qui sont beaucoup plus élevées d'impact positif auprès des populations auprès desquelles nous travaillons que des entreprises étrangères. C'est pour ça qu'il est primordial que l'opérateur national continue de se développer sous l'encadrement du ministère des Mines. Merci Fabrice Nzebe Kale, vous êtes donc directeur général de la Société équatoriale des mines, la SEM. Je recevais aussi Francis Mayaga Mikolo, il est directeur général dans le domaine de la recherche minière au ministère des Mines. Nous avions donc abordé la problématique de la diversification de l'économie nationale à l'aune des mines du secteur minier. Merci de nous avoir regardé et bonne suite des programmes sur votre chaîne préférée.